L'histoire commence en 2029, lorsqu'un garçon nommé Akira perd ses deux parents dans un terrible accident de voiture. Sans famille, Akira se retrouve seul, mais Kazuya, un bon ami de son père, l'accueille chez lui. Akira est bien accueilli dans sa nouvelle famille, et Towaza, la fille de Kazuya, promet d'être la meilleure grande sœur qui soit. 9 ans plus tard, l'intelligence artificielle est utilisée partout, mais beaucoup de gens s'en plaignent. Elle fait perdre leur emploi à de nombreuses personnes et les crimes liés à l'IA se multiplient. Son expansion ne fait que s'accélérer, si bien que certains réclament l'intervention du gouvernement. Notre protagoniste, Akira, lit les journaux et constate que sa sœur devient chaque jour plus célèbre. Towaza est largement considérée comme un prodige et elle est à la pointe de la recherche mondiale sur les androïdes. Elle possède plusieurs doctorats et brevets, dirige une entreprise et travaille comme consultante en recherche. Akira ne peut s'empêcher d'être impressionné, car partout où il va, il voit des technologies qu'elle a contribué à créer. Cependant, ses sentiments vont au-delà de l'admiration, car Akira a développé des sentiments amoureux à son égard. Un soir, le pire cauchemar de Towaza devient réalité lorsqu'elle apprend que plusieurs pays demandent l'arrêt de la recherche sur les androïdes. Il existe des dizaines d'arguments pour et contre la construction d'androïdes, mais la situation a pris une tournure dramatique et il y a de fortes chances que les travaux de Towaza soient interrompus. Akira ne peut pas faire grand-chose pour l'aider, mais il décide que le moins qu'il puisse faire est de remonter le moral de Towaza. Il lui propose d'aller au zoo un jour, mais elle est complètement prise au dépourvu lorsqu'elle réalise qu'il vient de l'inviter à sortir. Sa montre-bracelet dotée d'une intelligence artificielle lui dit qu'elle devrait lui avouer ses sentiments et lui rappelle qu'ils ne sont pas liés par le sang. Le lendemain, il passe la journée au zoo, puis se retrouve plusieurs fois par la suite. Un soir, Akira lui offre un animal de compagnie robotisé et lui révèle qu'il a étudié sans relâche afin d'en savoir plus sur les recherches de Towaza. Plus tard, Towaza lui offre un cadeau, un album photo afin qu'il puisse se souvenir de tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Towaza dit à Akira à quel point il est important pour elle, et son garçon ne peut se retenir et lui avoue son amour. Heureusement pour lui, Towaza partage ses sentiments et aimerait même se marier. L'IA qui est omniprésente dans leur maison a joué un rôle important dans leur rencontre, et ils la remercient tous les deux. Towaza trouve étrange que les gens utilisent l'IA pour tout et n'importe quoi, mais alors qu'ils sont sur le point de créer des personnalités artificielles impossibles à distinguer des humains, ils ne peuvent pas l'accepter. Quelques jours plus tard, Towaza assiste à une assemblée générale des actionnaires de son entreprise. Les manifestants ne manquent pas à l'extérieur du bâtiment, mais à l'intérieur, on trouve des leaders mondiaux éminents et prospères. Si Towaza parvient à convaincre le public avec sa présentation, ce sera un grand pas en avant pour le développement des androïdes. Elle embrasse Akira, qui lui souhaite bonne chance. La présentation de Towaza commence par la révélation d'un projet dans lequel des dispositifs d'IA sont intégrés dans le corps, permettant aux utilisateurs d'utiliser l'IA 24 heures sur 24. Ils seront connectés au réseau à tout moment et pourront même l'utiliser pendant leur sommeil. À ce moment-là, un fou fait irruption sur scène et traite Towaza de traîtresse à l'humanité. Il tire sur elle, et Akira tente de la sauver, mais il est trop tard. Towaza est cependant plus inquiète pour lui, car le tireur n'a pas été désarmé. Akira s'en rend compte également, alors il protège Towaza et finit par recevoir plusieurs balles dans le dos. Akira s'effondre et maudit son échec alors qu'il est sur le point de perdre connaissance. Il réalise que sa vie touche à sa fin, alors il utilise son dernier souffle pour murmurer des excuses sincères à Towaza. Quelques instants plus tard, Akira se réveille et tombe d'une capsule. Il se rend vite compte que toutes ses blessures ont disparu, mais il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Un coup d'œil à l'extérieur ne le rassure pas non plus, car il découvre que la ville est en ruine. La douleur causée par un caillou qui lui heurte la tête lui fait comprendre qu'il ne rêve pas, et il remarque qu'il est tombé d'une sorte de capsule médicale. À ce moment-là, un homme arrive et s'adresse à Akira en l'appelant « le sage ». Il explique qu'un tremblement de terre a provoqué l'effondrement des ruines et qu'il est venu voir si le sage allait bien. Akira n'a aucune idée de ce dont il parle, mais cela n'a pas d'importance, car il s'évanouit. À son réveil, l'homme se présente sous le nom de Wer et sa fille sous celui d'Idi. Wer explique que le sage est un dieu vénéré par tout son village. Il a été vénéré dans les ruines comme un être divin qui transmet toutes sortes de connaissances à son peuple. Akira dormait dans ces ruines bien avant la naissance de Wer, et celui-ci n'aurait jamais pensé qu'il se réveillerait un jour. À ce moment-là, un souvenir revient à l'esprit d'Akira, et il se demande si Towaza va bien. Au village, les autres villageois expliquent qu'ils ne savent pas combien de temps Akira a dormi, ils sont paysans, ils n'ont donc pas accès aux archives historiques. Les hommes discutent du fait qu'Akira est techniquement une relique et qu'il pourrait être risqué de ne pas signaler cela à OL. OL est l'institution unifiée qui gouverne le monde, ce qui amène Akira à se demander ce qui est arrivé au Japon. Il s'avère que les pays n'existent même plus, car OL a dissous la forme nationale de gouvernement régional. Ces personnes sont en fait reconnaissantes envers l'administration OL, car c'est grâce à elle que la paix mondiale a été atteinte et que la guerre a été complètement éliminée. L'un des hommes en a assez de toutes ces discussions, car il veut simplement signaler ce qui s'est passé à OL.
Les autres sont d'accord pour dire que Oer met tout le monde en danger, car s'ils font ne serait-ce qu'un faux pas, Oel fera d'eux un exemple. À ce moment-là, la femme de Oer, lassée de toutes ces querelles, déclare qu'ils ne feront pas de rapport à Oel au sujet d'Akira. Il vient de se réveiller et ce monde est nouveau pour lui, alors elle demande à tout le monde de s'occuper d'Akira jusqu'à ce qu'il s'habitue. Cette nuit-là, Akira verse une larme en pensant à Towaza, et nous voyons qu'une silhouette inquiétante l'observe de loin. Peu après, les villageois demandent l'aide d'Akira et sont impressionnés lorsqu'il parvient à réparer leur tracteur en panne. Mais leur joie est de courte durée, car le commissaire Canis arrive. Il s'avère que l'anti-guide tout à l'heure a rapporté ce qui s'est passé, et il dit aux autres qu'ils n'avaient pas le choix. Akira se demande pourquoi il est détenu, alors Canis lui explique qu'il est considéré comme un artefact archéologique et qu'à ce titre, il ne jouit d'aucune liberté civile. Bien sûr, Akira conteste cette décision, mais Canis déclare avec colère que le contrôle d'Oel sur le flux d'informations prime sur tout le reste. Oer tente de prendre la défense d'Akira, mais Canis lui dit qu'il est également détenu. Oer n'a pas fait de rapport à Oel, ce qui constitue une trahison. Oer tente de se défendre, mais Canis est impitoyable et lui tire dans la jambe. La situation empire encore lorsque Canis révèle qu'il va également emmener Idi. Elle a été la première à découvrir qu'Akira était réveillé, et il veut son témoignage. La mère d'Idi refuse de le laisser l'emmener, mais malheureusement, elle est impuissante. Oer, blessé, tente de raisonner le psychopathe, mais Canis en a assez entendu et lui administre une décharge électrique sur sa blessure par balle. Tout le monde crie tandis que Oer hurle de douleur et que Canis rit comme un fou. Canis emmène les 3 personnes, et Akira s'excuse, se reprochant ce qui est arrivé. Oer lui assure que tout ira bien, mais il est en très mauvais état. À ce moment-là, le train s'arrête au milieu de nulle part. Canis, impitoyable, ordonne à ses hommes de laisser la relique dans le train et d'emmener les 2 autres, car il prévoit de s'en débarrasser. Akira est horrifié lorsqu'il entend cela, mais le pire reste à venir. Canis ordonne à 3 de ses hommes de retourner au village et d'y tuer tout le monde. Après réflexion, il a décidé d'éliminer tous ceux qui connaissent l'existence de la relique. Akira le traite de monstre, mais Canis s'en moque éperdument. Il prévoit d'utiliser Akira et ses connaissances ancestrales pour gravir les échelons au sein d'Oel. Akira tente désespérément de trouver une solution tandis que Canis s'apprête à tirer sur la jeune fille, mais il est choqué lorsqu'il entend une voix. Celle-ci lui dit de se baisser, et une sorte de lame d'énergie tranche le train. Une jeune fille se jette dessus pour libérer Akira, puis passe à l'action. Sa première cible est Canis, qu'elle détruit complètement, l'envoyant s'écraser dans une grange. Tout s'est passé si vite que les soldats ne peuvent que regarder la scène avec incrédulité. Canis dit à la jeune fille qu'elle a de gros ennuis, mais celle-ci n'a pas peur du tout et est simplement impressionnée que Canis ait réussi à survivre à son attaque. La jeune fille se tourne alors vers Akira et lui dit qu'elle pourrait facilement les sauver tous. Canis ordonne qu'on l'élimine, mais la jeune fille ne réagit pas, même lorsqu'elle est encerclée. Elle refuse d'agir tant qu'Akira ne lui promet pas d'écouter ce qu'elle a à dire après le combat. La situation ne pouvant pas empirer davantage, Akira accepte, et la jeune fille demande à tout le monde de trouver un endroit sur où se cacher. Les soldats ont assez attendu, alors ils tirent une rafale de balles sur eux, mais la jeune fille est prête. Elle érige une barrière pour les protéger, et la barrière renvoie les balles vers les soldats. La jeune fille sort alors à nouveau son épée et commence à découper les soldats en petits morceaux. Elle fait preuve d'une maîtrise parfaite de son arme en tranchant facilement ses ennemis, et Canis s'enfuit pour sauver sa vie. La jeune fille élimine tous les soldats qui se trouvent sur son chemin, mais un garde s'apprête à lui tirer dessus. Akira s'avère toutefois utile, car il frappe le garde à la tête avec une barre d'acier. À ce moment-là, Canis révèle qu'il n'est pas encore hors de combat, car il réapparaît avec une mitrailleuse. Il est certain que même quelqu'un comme elle ne peut pas se défendre contre cela, et il tire sur elle. La jeune fille reste totalement insensible à son attaque et dévoile une arme bien plus puissante. Elle s'ancrage dans le sol et son bras se transforme en un canon géant. Un seul tir de ce canon libère un rayon d'énergie dévastateur qui détruit le garde, le train et toute la montagne derrière eux. Il est désormais évident pour Akira qu'elle n'est pas humaine, et elle révèle qu'elle est un androïde. Elle se présente sous le nom de Yugur et rappelle à Akira leur accord. Akira se fige lorsque Yugur révèle son visage, le reflet parfait de celui de Towaza, et lui dit qu'il devrait se marier. Yugur n'a aucune idée de qui est Towaza, alors Akira se demande s'il n'y a pas un problème avec son cerveau. Yugur lui fait écouter un enregistrement où il accepte de l'écouter après leur dispute, et elle lui explique qu'elle voulait lui demander une faveur. Cette faveur consiste à se marier, mais Akira ne comprend pas pourquoi elle voudrait cela. Yugur suppose qu'il la rejette, car elle intimide notre héros, alors Akira lui dit qu'il a juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Cela la calme, et elle sort la bague de fiançailles qu'Akira a donnée à Towaza. Elle est contente de voir qu'Akira la reconnaît, mais cela lui fait également réaliser que Yugur doit savoir qui est Towaza. Yugur dit qu'elle la connaît peut-être, mais refuse de lui donner une réponse directe. Au lieu de cela, elle dit que, malheureusement pour lui, cette information est confidentielle. Ils n'ont cependant pas le temps de discuter,
car ils doivent aider Oer, qui est blessé. Cette nuit-là, l'homme qui a dénoncé Akira à Oel s'excuse et se dit prêt à accepter toute punition qui lui sera infligée. Heureusement pour lui, Akira sait qu'il essayait simplement de protéger le village, et il accepte donc ses excuses. Oel va toutefois le poursuivre, et Akira décide qu'il doit quitter le village. Il dit au revoir à tout le monde, mais il est surpris lorsqu'Ugur se joint à lui pour son voyage. Elle attend toujours sa réponse, mais Akira lui fait remarquer qu'il serait faux d'épouser quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Ugur n'est toutefois pas prête à abandonner, car elle pense que cela signifie simplement qu'ils doivent apprendre à se connaître. C'est pourquoi elle l'accompagne, mais Akira lui demande simplement de ne pas causer de problème. Elle trouve cela assez risible, car elle rappelle à Akira que c'est elle qui l'a sauvé après qu'il se soit mis dans le pétrin. La première destination d'Akira est l'endroit où il s'est réveillé, car il espère y trouver un indice sur ce qui lui est arrivé. Il aimerait que Ugur lui apprenne comment est le monde actuel, mais cela relève du secret. Akira aimerait au moins en savoir plus sur elle et savoir pourquoi elle veut l'épouser, mais malheureusement, c'est ce qu'elle considère comme du contenu premium. Il propose même de payer pour cela, mais Ugur n'accepte que le mariage comme paiement. Ils finissent par arriver au sanctuaire, mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. À ce moment-là, Ugur sent quelque chose et tire Akira de côté avec insistance. Elle utilise un pouvoir pour dissimuler leur présence et explique qu'il y a des personnes à proximité qu'ils doivent éviter à tout prix. Celle qui s'appelle Yami fait irruption dans le sanctuaire et fait une entrée spectaculaire. L'autre, Akubo, est beaucoup plus gracieuse lorsqu'elle entre, et Ugur dit à Akira qu'ils courront un grave danger s'ils sont découverts. Les filles recherchent quelqu'un, et Akubo utilise une sorte de radar. Akira comprend alors qu'elles sont des androïdes, tout comme Ugur, mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elles ressemblent toutes exactement à Towaza. À ce moment-là, Yami sent quelque chose et son attaque révèle Kidi se cachait à proximité. Akira se demande ce qu'elle fait là, mais Ugur le fait taire et lui explique que les filles ne lui feront pas de mal. Après avoir été interrogée, Idi confirme qu'elle est au courant de l'élimination de Canis. Elle ne ment pas non plus, car elle admet également connaître l'identité du coupable. Yami exige de savoir qui c'est, mais Idi répond courageusement qu'elle ne peut pas le dire, car la personne qui a fait cela lui a sauvé la vie. Elle ne sait pas non plus où elle se trouve, alors les filles décident que c'est une nouvelle impasse dans leur recherche. La personne qu'elles recherchent est vraiment difficile à attraper, alors elles partent. Akira se précipite vers Idi, qui lui révèle qu'elle les a suivis parce qu'elle devait lui rendre sa montre d'orteil. Elle l'avait trouvée dans les ruines quelque temps auparavant et avait oublié de la lui rendre. Akira la met dans l'espoir de trouver un indice et voit qu'il y a un message de Towaza. Dans ce message, Towaza admet avoir commis de nombreuses erreurs et reconnaît qu'elle doit vivre avec la conscience de ce qu'elle a fait. Ce sont des péchés qui la hanteront pour toujours, mais c'est un fardeau qu'elle doit porter seule. Elle exprime son amour éternel pour Akira, mais le supplie de ne pas partir à sa recherche, quoi qu'il arrive. Akira est choqué par cette nouvelle, et son dernier message est destiné à Akira pour qu'il chérisse la vie et le temps qu'il a. Ce message date d'il y a 200 ans, ce qui oblige Akira à accepter le fait que Towaza est déjà décédé. Akira refuse cependant d'abandonner et déclare qu'il veut toujours la rechercher. La première destination sera la maison où il vivait, mais Akira sait que cela pourrait être dangereux. Akira est sûr qu'il peut faire confiance à Ugur, alors il lui demande si elle veut l'accompagner. Ugur lui récite de manière dramatique ses vœux, mais Akira lui répond qu'il ne l'épousera pas. Plus tard, Ugur explique que Yami et Akubo sont des officiers supérieurs des forces spéciales d'Oel et qu'ils la recherchent. Akira se demande alors si Ugur travaille pour Oel, et il veut également savoir pourquoi ils ont tous le même visage, mais Ugur lui rappelle une fois de plus que tout cela est confidentiel. Akira aimerait au moins savoir pourquoi Ugur veut l'épouser, et elle répond simplement que c'est parce qu'elle le souhaite. Akira s'empresse de lui rappeler que sa fiancée est Towaza, mais Ugur rétorque que ce n'est pas un mariage et qu'elle a encore une chance. Elle immobilise Akira et lui promet de lui faire oublier Towaza et de le rendre fou amoureux d'elle. Akira parvient finalement à la convaincre d'arrêter de le tourmenter en utilisant son nom pour la première fois, et elle accepte de bien se comporter à partir de maintenant. Le lendemain matin, il renvoie Idi dans son village et se prépare pour leur voyage. Ils doivent traverser une rivière, mais il n'y a pas de bateau disponible à cette période de l'année. Le ferry ne circule qu'une fois par semaine, ils doivent donc attendre. Heureusement pour eux, un homme se rend justement à la même destination et les emmène avec lui. Il s'appelle Aboro et il est ravi pour notre duo, car Ugur lui dit qu'ils sont en lune de miel. Dès leur arrivée, Akira heurte une fille et casse accidentellement son pinceau. Il promet de lui en acheter un nouveau, et elle se présente sous le nom d'Amoru. Ugur remarque quelque chose à propos du livre qu'Amoru transporte, mais celle-ci le protège jalousement, expliquant qu'il est très spécial pour elle. Akira paie le pinceau d'Amoru avec une partie de l'argent que Oer leur a donné, mais le vendeur leur rend trop de monnaie. Le propriétaire du magasin est furieux contre cet employé incompétent, d'autant plus qu'il s'est fait escroquer plus tôt par un Letojan. Après avoir entendu cela, Ugur dit qu'ils peuvent garder la monnaie et elle dit rapidement aux autres qu'il est temps de partir.
Yugur explique à Akira que les Letojans sont un groupe de personnes qui ont volontairement renoncé à leurs droits humains. Cela ne semble pas être une bonne idée, mais en échange, ces personnes sont absoutes d'un crime ou d'une dette. Sous l'administration OL, les Letojans sont tenus d'effectuer divers types de travaux d'intérêt général. Cela ressemble beaucoup à de l'esclavage pour Akira, mais Yugur explique qu'OL leur fournit les produits de première nécessité pour vivre, comme la nourriture, les vêtements et le logement. Akira n'aime toujours pas cette idée, et Yugur est surprise par sa compassion. Akira se souvient de donner à Amoru son nouveau pinceau, et elle promet d'en prendre soin. Amoru est intéressé par les raisons qui les ont amenés en ville, alors Akira lui explique qu'ils sont en route pour Tokyo et qu'ils doivent traverser une montagne à proximité. C'est loin d'ici, et Amoru révèle qu'OL a installé un poste de contrôle sur la route principale dans la direction où ils se dirigent. Heureusement, Amoru connaît un itinéraire sans poste de contrôle, et elle les y conduit. En chemin, Amoru montre ses talents de dessinatrice, et Akira est impressionné. Il ne peut s'empêcher de voir Toasa dans le dessin, mais Yugur lui fait remarquer qu'il s'agit en fait d'elle. Akira se demande si Amoru veut devenir artiste quand elle sera grande, et elle lui révèle qu'elle a toujours voulu dessiner des livres d'histoire. Akira est convaincu qu'elle en est capable et espère qu'elle lui laissera lire l'un de ses livres un jour. Amoru accepte, mais quelque chose ne va clairement pas, car elle s'éloigne en courant. Yugur le remarque et aperçoit également un étrange tatouage dans le dos d'Amoru. Ce soir-là, le groupe déguste du lapin cuisiné grâce au talent de chasseuse de Yugur. Akira se demande si Yugur tire son énergie de la nourriture, alors elle révèle qu'elle possède en fait un noyau qui génère de l'énergie indéfiniment. Elle continue de manger, mais uniquement par habitude. Akira est très intéressé par la technologie derrière sa source d'énergie durable, mais il s'approche un peu trop près. Yugur lui permet de la toucher, mais lui rappelle qu'il devra en accepter les conséquences s'il le fait. Yugur change de sujet et demande si elle peut voir le livre qu'Amoru transporte avec elle, mais Amoru est surprise. Yugur révèle qu'elle sait qu'il s'agit d'un livre interdit et promet de ne pas le voler pour apaiser les inquiétudes d'Amoru. Amoru révèle que le livre s'intitule « L'oiseau du cœur » et qu'il a été écrit par sa mère et son père. Ses parents étaient auteurs de livres d'histoire et ont illustré de nombreux ouvrages. On comprend maintenant pourquoi elle protégeait tant ce livre, et Akira admire la qualité des illustrations. Amoru en est très fier, et il est clair qu'elle souhaite suivre les traces de ses parents. Akira lui dit qu'il est sûr qu'elle a suffisamment de talent pour réaliser ses rêves, et cette fois, Amoru accepte le compliment. Le lendemain matin, ils arrivent à la ville située dans la montagne. Malheureusement, un soldat OL garde l'entrée, mais Yugur cache son visage pour se faufiler à l'intérieur. Yugur semble avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine, elle explique donc que se faufiler dans les endroits interdits est son quotidien depuis 150 ans. Il déguste les délicieux plats qui font la renommée de la ville, mais Akira ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les Letojans sont exploités dans cette région. Yugur lui dit qu'il vaut mieux ne pas y penser, car si Akira se mêle de ceux qui ne le regardent pas, il ne fera qu'attirer des ennuis. Akira a ses propres problèmes à régler, mais il a du mal à ignorer cette injustice. À ce moment-là, Akira remarque que Yugur a fini de manger, alors il va chercher d'autres plats. Mais à sa grande surprise, il est arrêté par les gardes OL. Ils savent que c'est Yugur qui se cache sous la capuche et lui ordonne de ne pas bouger, sinon ils élimineront Akira. Ils sont arrêtés, et nous voyons que le responsable est un homme nommé Marlom. Marlom a reçu un message de Canis au sujet d'une ancienne relique en fuite, et il reconnaît le visage de Yugur, il sait donc qu'il se passe quelque chose. À ce moment-là, les deux sont choqués lorsqu'Amoru s'excuse et se précipite aux côtés de Marlom. Marlom l'appelle numéro 1221 et lui dit qu'elle a fait du bon travail. Akira ne comprend pas ce qui se passe, alors Marlom révèle qu'ils viennent d'être trompés par un Letojan. Amoru avoue leur avoir menti et explique qu'OL lui a promis de lui rendre les livres écrits par ses parents si elle les amenait ici. Amoru est prête à ce qu'ils respectent leur part du marché, mais Marlom est une personne horrible. Il se moque d'elle pour l'avoir crue et la traite d'idiote pour avoir pensé qu'il ne réduirait pas tous ses livres en cendres. Amoru est furieuse d'avoir été trompée, mais Marlom lui fait remarquer qu'elle a fait la même chose à Akira et Yugur. Marlom est impitoyable, alors il jette Amoru à terre. Il ordonne à ses hommes de l'emmener et de lui réserver le même traitement que ses parents. Marlom ordonne que l'androïde soit détenu et se réjouit à l'idée de la promotion qu'il obtiendra pour l'avoir livré. Akira se demande si Yugur peut faire quelque chose pour remédier à la situation, mais elle répond qu'elle ne peut garantir que la sécurité d'Akira. Elle ne peut pas garantir qu'Amoru survivra, et cela ne suffit pas à Akira. À ce moment-là, Amoru se jette sur Marlom et dit à Akira et Yugur de s'enfuir. Cette diversion permet à Yugur de gagner suffisamment de temps pour faire sortir Akira de là. Marlom passe sa rage sur Amoru et trouve le livre qu'elle cachait. Yugur met Akira en sécurité, mais il veut retourner chercher Amoru. Yugur l'en empêche et lui rappelle qu'Amoru leur a menti, mais il s'en moque, car Marlom ne faisait que l'utiliser. Yugur sait qu'ils seront à nouveau arrêtés s'ils retournent sur place, mais Akira refuse de rester les bras croisés. Yugur ne comprend pas pourquoi il la défend autant, alors il lui révèle que c'est par culpabilité.
Il a pris son rêve à la légère et l'a encouragé sans réfléchir, sans se rendre compte de sa situation. De retour auprès d'Amoru, elle supplie qu'on lui rende son livre, mais Marlom fait remarquer qu'elle cachait du matériel de lecture illégal. Elle s'excuse abondamment, mais Marlom répond qu'il doit respecter les règles. Cela signifie qu'il doit brûler le livre, et Amoru hurle de douleur en étant forcé de regarder le livre de ses parents partir en fumée. De retour auprès d'Akira, Yugur cède et accepte de sauver Amoru, mais seulement si Akira accepte de l'épouser. Akira n'arrive pas à croire que c'est tout ce qui l'intéresse, et il l'insulte en lui faisant remarquer qu'elle n'est en réalité qu'un androïde. Yugur est clairement blessé par cette remarque et le laisse partir, et Akira se précipite pour aider Amoru. Peu après, Akira arrive pour sauver Amoru de la prison où elle a été emmenée, et nous voyons que Yugur observe la scène de loin. Amoru n'arrive pas à croire qu'il l'aide après qu'elle l'ait trahi, mais Akira lui répond qu'il ne pouvait tout simplement pas l'abandonner. Soudain, ils sont repérés et l'alarme se déclenche, ils doivent donc s'enfuir pour sauver leur vie. Akira utilise une matraque électrique pour neutraliser un garde, et ils parviennent enfin à sortir du bâtiment. Malheureusement, Marlom les attend dehors et se moque d'eux en les traitant de prévisibles. Ils sont tombés droit dans son piège, et Akira ne peut rien faire contre autant de gardes. Marlom est déçu de ne pas avoir réussi à capturer l'androïde, mais il se contente d'avoir pu s'emparer de la relique d'Akira. Akira parvient à se libérer de ses liens pendant un instant pour exiger qu'Amoru soit libéré, mais ses efforts sont vains. Cela ne fait qu'énerver Marlom, qui déteste être touché par des roturiers, et il donne l'ordre de donner une leçon à Akira. Amoru regarde avec horreur les gardes commencer à battre Akira sans relâche. Elle les supplie d'arrêter, allant jusqu'à se proposer comme remplaçante, mais Akira lui dit de ne pas le faire. Il déclare qu'ils ne peuvent pas abandonner et promet qu'ils quitteront cet endroit ensemble. Akira lui rappelle son objectif de retrouver les livres de ses parents et lui fait remarquer qu'elle ne pourra jamais les retrouver si elle abandonne maintenant. Elle ne pourra pas non plus devenir artiste, ce qui est son rêve le plus cher. Amoru retrouve espoir en l'avenir, mais Marlom n'est pas d'accord. Il en a assez de leur petite histoire de Soba, alors il ordonne qu'Amoru soit éliminé. Une froide terreur envahit Akira lorsque le pistolet est pointé sur la tête d'Amoru, et il ne peut que crier pour qu'ils arrêtent. Il ne l'écoute pas, mais nous voyons que Yugur, très agacé, a décidé à contre-cœur d'intervenir. Elle élimine 3 gardes en un clin d'œil, libérant Amoru, et Akira n'en revient pas qu'elle soit vraiment venue. Marlom est simplement ravi de pouvoir désormais capturer l'androïde, mais Yugur a une autre idée en tête. Elle élimine encore plus de gardes, et Amoru ne peut s'empêcher de trouver qu'elle est très jolie. La lame de Yugur tranche facilement les armes des gardes, qui s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Marlom les traite tous de lâches et utilise son propre pistolet pour régler la situation, mais il n'a aucune chance contre la puissante Yugur. Yugur l'envoie valdinguer dans un autre bâtiment, et Marlom est fini. Amoru est stupéfait par la puissance d'un androïde, et Akira se demande pourquoi Yugur a enfreint les principes de fonctionnement qui l'empêchaient à l'origine d'aider Amoru. Yugur explique simplement qu'elle suit toujours ses principes, mais qu'elle a décidé que sauver Amoru était conforme à son objectif. Elle dit avoir agi de manière logique parce qu'elle est un androïde, mais Akira sait qu'il y a plus que cela. Il décide toutefois de ne pas insister et remercie simplement Yugur de les avoir aidés. Le lendemain matin, tous trois entament leur voyage de retour vers la ville d'Ayomori. Yugur révèle qu'elle a également trouvé le sac d'Amoru dans la prison, et Amoru la remercie car cela compte beaucoup pour elle. Pendant qu'elle se change, Yugur soigne toutes les contusions qu'elle a reçues des gardes et lui dit que toutes ses cicatrices auront disparu dans quelques jours. Akira ne peut que se demander quelle technologie folle lui permet d'effectuer des guérisons aussi incroyables, mais Yugur répète une fois de plus que c'est confidentiel. Yugur assure à Amoru que ce n'est pas dangereux, car elle utilise simplement un mécanisme qui existe déjà dans le corps humain. Amoru se demande si elle peut également effacer le tatouage qui la marque comme l'autogienne, et Yugur accepte, mais la prévient que cela fera mal. Heureusement, la douleur ne dure pas longtemps, et Amoru est émue lorsqu'elle voit que Yugur l'a remplacé par un tatouage beaucoup plus joli. C'est l'oiseau que ses parents avaient dessiné, et Amoru est émue aux larmes par ce geste gentil. Cela lui rappelle sa famille heureuse, et elle trouve cela magnifique. Elle déclare qu'elle aimerait partir en voyage à la recherche des livres de ses parents et dessiner beaucoup d'images. Akira est choquée lorsqu'elle dit qu'elle veut les accompagner, mais Amoru atténue la situation en disant qu'ils partiront tous ensemble. Elle veut passer plus de temps avec eux et elle est sûre qu'ils veulent être avec elle puisqu'ils l'ont sauvée. Akira décide que cela ne fera pas de mal si elle se joint à eux et Yugur est également d'accord. Leur première destination est Ayomori, et Akira remarque à quel point la ville a changé depuis 200 ans. Il est soulagé de voir qu'il y a des hôtels ici, car il va enfin pouvoir prendre un bain. Il remarque que la sécurité est renforcée dans les environs, et Amoru leur explique qu'un célèbre festival appelé Fika va bientôt avoir lieu. C'est un festival où les gens cherchent leur futur partenaire, et il y a toujours beaucoup de monde. Akira trouve que ces mesures de sécurité sont exagérées, mais Yugur s'en moque. Ce petit festival de rencontres n'a rien à voir avec eux, car ils ont déjà leur partenaire, et elle déclare qu'elle va se marier avec Akira. Akira ne comprend toujours pas ce qui la pousse à vouloir cela,
mais il trouve cela peu naturel et suppose qu'elle veut seulement l'épouser parce qu'elle n'est proche de personne d'autre. Pour que son message soit bien clair, Akira rappelle à tout le monde que son seul véritable amour est Oasa. Ils se sont promis de s'aimer pour toujours, et la retrouver est l'une des principales raisons pour lesquelles il a entrepris ce voyage. Amoru pense qu'ils devraient tous se marier, et Akira est déçu de voir que son message ne lui est pas parvenu. Yugure, en revanche, l'a entendu haut et fort, et elle annonce qu'elle va sortir et rencontrer des humains qui pourraient être des prétendants potentiels. Si elle ne ressent d'affection pour aucun d'entre eux à part Akira, cela prouvera que son amour pour lui est sincère. Ce n'est pas vraiment ce qu'Akira avait en tête, mais les filles ont déjà décidé qu'elles participeraient au festival. Ailleurs, nous voyons un homme nommé Kalcrom conclure un marché illégal d'armes. Il est connu pour vouloir devenir le chef de la célèbre famille Lontano, et il passe un accord avec le lieutenant-colonel Yamabuki. Kalcrom achète officieusement un énorme stock d'armes de guerre, ce qui amène Yamabuki à se demander s'il ne prévoit pas de déclencher une guerre. Kalcrom rejette sa curiosité en disant qu'il veut simplement être prêt, mais Yamabuki a d'autres questions. Des rumeurs disent que Kalcrom a un rival qui se bat également pour la première place dans la famille, et il a des questions à ce sujet, mais ils sont interrompus. Ce sont les gardes de la sœur de Kalcrom, nommée Feudet, et Yamabuki craint d'avoir été trahi. Feudet est la fille aînée de la famille Lontano, et elle s'est précipitée ici dès qu'elle a appris qu'il y avait une taupe dans le groupe de Kalcrom. Feudet ne voulait pas que l'ignorance de Kalcrom nuise à la réputation de leur famille, elle est donc venue éliminer la taupe. Feudet déclare qu'elle sera la prochaine chef de leur famille, mais les hommes de Kalcrom s'y opposent. Le traître tente de l'éliminer, mais Kalcrom met fin à sa vie à la place. Il révèle qu'il y a en fait plus d'un traître dans cette pièce et s'empare de la commissaire qui a aidé à négocier cet accord. Elle prenait une grande partie de l'argent pour elle-même, et Feudet laisse son frère s'occuper du reste. L'un des voyous n'arrive pas à croire que ces deux-là sont des frères et sœurs rivaux, et un autre explique qu'ils étaient plus nombreux autrefois. Le patron actuel avait 10 enfants au total et il voulait qu'ils se disputent tous la première place dans la famille. Cela a bien sûr conduit à une énorme querelle sanglante qui n'a laissé que Kalcrom et Feudet debout. Cependant, aucun d'eux n'a de famille, et le patron s'inquiète donc pour la perpétuation de son nom. Cela pourrait constituer un énorme problème pour leur chance d'accéder à la première place, et il est donc de notoriété publique que les frères et sœurs devront bientôt trouver des partenaires. Le chef de la famille Lontano rencontre ses deux derniers enfants et déplore la tournure prise par les événements. Leur table était autrefois pleine de vie, mais il ne lui reste plus que 2 enfants. Le chef est devenu impatient et rappelle aux 2 enfants que peu importe qu'ils partagent son sang. Ils doivent tout de même lui prouver par leurs actions qu'ils sont dignes de lui succéder. Kalcrom comprend parfaitement ce que son père veut dire, à savoir qu'il souhaite qu'il participe au festival. Le chef explique que perpétuer la lignée familiale est une tâche importante, et Feudet ne tarde pas à montrer sa détermination en assurant à son père qu'elle trouvera un partenaire. Le lendemain matin, les filles rappellent à Akira qu'elles vont se rendre au festival. Akira s'en moque éperdument et les laisse partir. Amoru rattrape Yugure, mais elle remarque que Yugure, d'habitude si discrète, est devenue très sérieuse. Akira réfléchit à l'endroit où il souhaite passer cette belle journée et surprend une conversation entre des hommes au sujet de la famille Lontano. La rumeur dit que les frères et sœurs assisteront au festival, ce qui est un événement important. Akira se demande qui est cette famille Lontano, et on lui répond que ce sont les personnes qui dirigent cette ville. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à se salir les mains si nécessaire, ce qui fait craindre à Akira qu'il soit comme la mafia. Au festival, Amoru raconte sa situation à des inconnus. Il traite Akira d'imbécile pour ne pas avoir empêché les filles d'aller au festival comme elles le voulaient, mais Amoru le défend. Pendant ce temps, certaines personnes essaient de faire connaissance avec Yugure, mais elles ne jugent pas nécessaire de répondre à aucune de leurs questions. Le but du festival est de trouver un partenaire, mais Yugure leur dit qu'ils ont très peu de chances d'interagir avec elle. C'est alors qu'on aperçoit Akira. Il s'inquiétait de la présence de la mafia, mais tout est très calme et il se rend compte qu'il n'avait probablement pas besoin de surveiller les filles. Akira remarque un groupe de filles autour de Kalcrom et se rend compte que ce type pourrait être le prochain chef de la mafia. Kalcrom s'amuse beaucoup, et Akira décide qu'il vaut mieux rester aussi loin que possible de lui. Pendant ce temps, une file d'hommes attendent de rencontrer Feudet. L'un après l'autre, ils essaient de l'impressionner, et elle les renvoie d'un claquement de doigts lorsqu'elle se lasse d'eux. Feudet continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne, et elle est déçue de voir qu'il n'y avait pas une seule personne qui lui convenait. Ces hommes se demandent s'il est vraiment nécessaire qu'elle trouve un partenaire, car ils lui resteront fidèles quoi qu'il arrive. Malheureusement, Feudet explique qu'elle doit le faire si elle veut devenir la chef de la famille Lontano. Kalcrom arrive, déçu de voir que personne ne parle à Feudet, et il reconnaît que le chemin vers le trône est très semé d'embûches. Feudet rétorque rapidement qu'elle a simplement des critères élevés, contrairement à lui. Kalcrom lui rappelle qu'il s'agit en réalité de trouver le véritable amour, mais elle sait que Kalcrom ne se soucie que de gravir les échelons. Feudet en a assez de cette conversation, car Kalcrom lui donne la nausée, et elle s'en va. Un peu plus tard, Akira remarque que Yugure s'est saoulé après avoir renvoyé tout le monde et bu des litres de vin.
Amoru est heureuse de le voir là, mais Akira constate que Yugur a disparu. Akira part à sa recherche, mais il heurte accidentellement Feuday, qui renverse du vin sur sa robe. Akira se demande s'ils ont encore le produit nettoyant qu'il utilisait à l'époque, mais Feuday l'entend et se demande ce qu'il veut dire. Akira panique, et la situation empire lorsqu'il se rend compte qu'elle fait partie de la famille Lontano. Akira tente de s'enfuir, mais Feuday est intrigué par ce qu'Akira semble savoir et veut lui parler. Elle exige de savoir ce qu'il entendait par « de nos jours », mais Amoru prend sa défense. Elle dit qu'Akira n'a rien fait de mal et que ce n'est pas sa faute s'il est une relique des temps anciens. Akira n'arrive pas à croire qu'elle vient de révéler le secret, mais il est trop tard. Feuday se demande comment un humain d'il y a 200 ans peut encore être en vie, et elle force Akira à parler. Akira explique que la technologie s'appelait l'animation suspendue et qu'il s'est simplement réveillé après un dysfonctionnement de l'appareil. Feuday a entendu des rumeurs à son sujet, et Amoru est surprise qu'elle ne semble pas bouleversée. Au contraire, Feuday déclare qu'elle aimerait épouser Akira. Akira n'en croit pas ses oreilles, car c'est déjà la deuxième fois qu'on lui fait une demande en mariage depuis son réveil. Bien sûr, Akira ne veut pas, alors Feuday lui propose un marché. Elle sait qu'Owell le poursuit, alors elle promet de le protéger s'il l'épouse. Feuday a ses propres raisons de vouloir l'épouser, donc cela peut fonctionner pour eux deux. Akira s'interroge sur l'amour qu'ils sont censés avoir l'un pour l'autre, mais l'amour ne sert à rien pour Feuday. À ce moment-là, Feuday est choqué lorsque les gens parlent de Kalcrom. Il vient de trouver une nouvelle petite amie, et il se demande s'il a enfin trouvé celle qu'il épousera. En regardant en bas, on voit que cette fille est Yugur, et Kalcrom lui a demandé si elle lui ferait l'honneur de l'épouser. Yugur est complètement ivre, et Akira ne peut que se demander comment son groupe s'est retrouvé dans cette situation folle. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.